presse. Au-delà, c'est une dérive. Et il faut bien prendre ça conscience. Oui, on s'associe, hein, oui. pleinement. Pleinement. La bibliothécaire s'associe pleinement. Non, mais je pense qu'effectivement, bon, on ne va pas ouvrir le débat là, des bibliothèques, dans les... Il y a ça derrière la numérisation, c'est ça. Il y a aujourd'hui des métiers un peu en perdition et qui sont en train de rechercher une revalorisation vers d'autres d'autres fonctions, et tout ça n'est pas très clair, et je pense que les bibliothèques font partie en ce moment sont dans une grande interrogation pour sur beaucoup de points peut-être. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Alors, attendez, il y a un micro. Voilà, Claude est là. Non, mais on va vous l'amener. Où les gens se déplacent, il faut me mettre là. Bon, j'avais juste une question naïve. Je ne suis pas du tout du métier. Etc. Voilà, c'est bon. Je voulais juste savoir si, à part une histoire de gros sous, est-ce qu'il y a une autre raison intellectuelle au fait Il faut bien parler dans le... On n'entend pas, excusez-moi. J'avais juste une question très naïve. Savoir si, à part une histoire de gros sous, est-ce qu'il y a d'autres raisons? À quoi? Au fait qu'on vous vole vos œuvres. Est-ce que intellectuellement... Dans l'esprit des éditeurs, c'est clair, c'est une histoire de gros sous, bien sûr. Vous savez, ce qui gêne dans l'édition, c'est l'auteur, c'est l'emmerdeur permanent. Si on n'était pas obligé de faire avec eux, parce que c'est eux qui écrivent les livres, l'édition s'en passerait très bien. D'ailleurs, parfois elle s'en passe. Parce qu'il y a beaucoup de non-livres qui paraissent, il faut quand même le dire. Donc, non, bien sûr, il y a une histoire de gros sous là derrière. Alors, faut pas non plus être trop manichéen. Il y a des gens qui pensent que numériser l'ensemble des ouvrages existants est une entreprise de service public. Ça se défend parfaitement. Moi, j'ai rien contre ça. Je suis simplement interrogatif sur le fait que, depuis que le numérique existe, les techniques de transmission changent à peu près tous les 3 ou 4 ans. Moi, en tant qu'auteur, je tapais à la machine à écrire mécanique quand j'étais jeune, puis je suis passé à la machine électrique, puis à la machine électronique, puis électronique avec petit écran et correction, puis après je suis passé à l'ordinateur. Et quand on m'a dit, mais tu sais, tu peux conserver toute ton œuvre définitivement, c'est formidable, on m'a fait faire des disquettes, puis après on m'a dit, mais c'est obsolète, les disquettes, il faut que tu fasses des zips. Et vous vous souvenez des zips? Ils ont été obsolètes au bout de 2 ans. Après on nous a dit, il faut que tu mettes ça sur des CD, qui ont été obsolètes au bout de 3 ans. Et puis après, on nous a dit qu'il fallait les mettre sur des clés USB qui sont en train de devenir complètement obsolètes. Maintenant, on les met sur des disques durs externes qui vont devenir obsolètes. Maintenant, on dit qu'il n'y a qu'à mettre ça sur le cloud qui sera obsolète. Et donc, moi, je me dis, les milliards, c'est des milliards qu'on va dépenser pour la numérisation. Est-ce qu'on est sûr que cette numérisation sera éternellement efficace par rapport à l'évolution technologique des moyens de transmission? Personnellement, j'en doute très fort. Et par ailleurs, qu'est-ce qui garantit un auteur? Je pense en particulier dans le monde de l'illustration et de la bande dessinée, donc pour mes amis de la charte. Qu'est-ce qui garantit que cette numérisation est de qualité parfaite? On a vu avec Google des numérisations totalement bâclées. Or, les accords BNF Google m'inquiètent beaucoup personnellement. Et donc, qu'est-ce qui garantit que la qualité va être bonne et que ce qui va être transmis de cette manière-là, sans contrôle de l'auteur, des auteurs, va être d'une qualité qu'il estime ne pas violer son droit moral? Ça, je demande. Et comment ça va se transmettre quand la technologie évolue à partir d'une numérisation qui va être toujours la même? Ou alors, est-ce que ça veut dire que tous les 10 ans, on va tout renumériser à nouveau avec les mêmes dépenses d'argent public? Donc toutes ces questions-là, je ne les entends jamais dans la bouche de ceux qui disent c'est merveilleux, toute la culture va être disponible, etc. Bon, moi j'ai créé un organisme qui s'appelle le Motif, qui était l'organisme du Ligue de la région Île-de-France. J'ai fait faire des enquêtes à l'époque, des études sur qu'est-ce qui
qu'est-ce que les gens consultent numériquement en matière de livres? Parce que, on me dit, par exemple, toute la culture du Moyen-Âge, c'est incunable, introuvable, c'est numérisé, c'est formidable, tout le monde peut les consulter. Le problème, c'est que personne ne les a jamais consultés, à part quelques profs d'université qui travaillent dessus. Les gens, qu'est-ce qu'ils téléchargent? Qu'est-ce qu'ils vont regarder? Les best-sellers. Les best-sellers. Les mangas qui marchent le mieux, les prix Goncourt, tout ce qu'on peut trouver en livre de poche pour 3 ronds. Donc ça servait absolument à rien de dépenser toutes ces sommes pour dire on va mettre la culture à la disposition des gens. La seule exception à ça, alors ça c'est un paradoxe, c'est par exemple les grands philosophes, les grands scientifiques sont super consultés, mais c'est uniquement par les élèves des universitaires. Donc il y a une consultation universitaire qui est réelle et qui là montre une vraie demande à laquelle il faut répondre. Mais en dehors de ça, c'est les best-sellers. Donc, et puis pas toujours les best-sellers littéraires, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est comment se faire des amis, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a énormément de fantasmes derrière toutes ces questions qui sont agitées. Et moi, je pense que, alors parce que j'ai aussi donc une casquette d'ancien élu, de quelqu'un qui distribuait de l'argent public, où doit-on mettre l'argent public là-dedans? Et je pense que si on en mettait un peu pour aider les auteurs, par exemple, en les faisant accéder au statut de l'intermittence comme les interprètes, ça aiderait les auteurs qui, par exemple, consacrent 4 ans à écrire un livre sans un centime, ou à des auteurs qui, ben voilà, n'ont pas vu publier leur dernier roman ou qui ont connu un échec, de pouvoir continuer à exercer leur métier de manière digne, comme le font les comédiens, comme le font les musiciens. Je pense que ça aurait été pas trop con. Tout à fait d'accord, oui. Toi, tu parles de la qualité de la numérisation. Effectivement, c'est un problème. Il y a également autre chose. Comme vous le savez peut-être, le Conseil permanent des écrivains négocie depuis quelque temps, renégocie au bout de quoi, 8 ans, hein? Oui. Alors, renégocie, négocie avec le syndicat national de l'édition. Et il s'agit du contrat numérique. Ces négociations ont commencé il y a plus d'1 an et demi, il me semble, se sont arrêtées au mois de mai dernier, et ce n'est certainement pas sur l'initiative du Conseil permanent des écrivains. Les négociations ont repris parce que tel était le vœu ardent du ministère de la Culture. Elles sont actuellement en cours, mais loin d'être terminées. Voilà. Il y a sur le fond de cette numérisation un autre problème que nous avons très bien vu, c'est que la plupart des éditeurs ne savent même pas quel sera, et ne peuvent pas le savoir, quel sera le modèle économique. Il n'y en a pas pour le moment. Voilà, il n'y en a pas. Hein. Comment est-ce que ce sera diffusé? Par abonnement, avec publicité ou non? La réponse est claire, hein, je pense. Oui. Oui. Voilà, à streaming, on ne le sait pas du tout. D'où aussi leurs hésitations, qu'on peut à la rigueur comprendre, mais nous on est dans le même cas. Hein. Ce n'est pas une raison pour bloquer les négociations. Oui. Il y a une question de pourcentage de droit aussi qui est très importante là-dedans, c'est-à-dire que en gros, les éditeurs sur le LSFR nous proposent les mêmes droits que pour le papier. Pour quelque chose qui leur coûte vraiment pas grand-chose à numériser, ça coûte pas cher. Ils veulent vendre très cher, ils veulent continuer à appliquer les prix du livre alors qu'il n'y a plus de livre. Il y a un tas de choses inacceptables dans la proposition du SNE. Bon, les droits papier, c'est 8%. Excuse-moi, en littérature jeunesse, c'est entre 4 et 6. En théorie, c'est 8. Hein. C'est souvent moins, c'est rarement plus. Et donc, les éditeurs essayent de faire des efforts, soi-disant, ils proposent entre 8 et 13. En gros, certains proposent entre 8 et 13, mais c'est aussi inacceptable que
Au tout début de la question, Hachette avait proposé de donner 2% aux auteurs. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des plateformes comme Amazon et des trucs comme ça qui en sont à proposer 70% aux auteurs directement. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on aille discuter avec des éditeurs qui nous parlent de 20%, 30%? Mais non, il vaut mieux vendre nos trucs à Amazon qui nous filera à 70%, quel que soit le manque de sympathie qu'on peut avoir. Ou de numériser nous-mêmes, c'est-à-dire des coopératives, etc. Cela dit, quel que soit le moyen, il n'y a pas d'économie. C'est-à-dire que le net, c'est quelque chose qui est parti sur... disons, dans tous les pays du monde, les autorités ont laissé absolument le truc se développer tout seul, sans jamais y réfléchir parce qu'ils n'y comprenaient rien. Le résultat, le net est devenu le lieu des échanges gratuits. Et donc, pour pouvoir mettre de l'économie, c'est-à-dire des choses qui permettent que le travail des gens soit payé sur le net, c'est quasi impossible. Et à mon avis, il faudra 20 ou 30 ans pour y arriver. Et donc, pour le moment, il n'y a pas d'économie. C'est-à-dire que, bien sûr, tu as raison, Christian, quand tu dis on peut mettre nous-mêmes en téléchargement le bouquin, bien sûr, mais il sera téléchargé par Peanuts. Ça rapporte rien. C'est pas, ça, alors que tu publies chez un petit éditeur qui n'a pas beaucoup de moyens, il va quand même vendre quelques centaines d'exemplaires de ton bouquin, touchera à 3 sous, quoi, tu vois. Et la plupart des gens qui sont éditeurs